Bonjour à vous tous, mesdames, messieurs, bienvenue à cette table ronde intitulée L'art écologique entre mysticisme, activisme et dogme. Je suis Maureen Brodbeck, je suis une artiste et j'ai créé les podcasts Raw and Radical Women in the Arts. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter cette première table ronde. C'est la première fois qu'on organise ce genre d'événement en direct, puisque d'habitude on est seulement en ligne. Et donc je suis très ravie, surtout que c'est les 10 ans d'Art Genève et ça fait 2 ans qu'on attend ce moment. Donc c'est un peu un moment pour célébrer l'art et tout ce qu'il y a autour de l'art et toutes les personnes qui s'impliquent dans l'art. Donc j'ai créé ces podcasts dans le but d'ouvrir un dialogue pour les femmes dans l'art et toutes les personnes qui s'intéressent à la femme et aux problèmes de féminisme. Et l'idée est de provoquer des discussions et des idées d'une manière brute, mais pas brutale, mais sans filtre, sur les problèmes majeurs et les sujets prédominants pour les femmes dans l'art et la société d'aujourd'hui. Donc, on va beaucoup parler pendant ces 4 tables rondes d'hommes et de femmes, mais on inclut tous les genres, et c'est pas parce qu'on dit femme qu'on n'inclut pas les autres. Donc c'est très important pour nous que toutes les personnes qui se considèrent en tant que femmes peuvent se reconnaître dans le mot femme. On va aussi utiliser parfois, surtout ces prochains jours, des chiffres et des données chiffrées sur les hommes et les femmes dans le monde de l'art. C'est pas parce qu'on exclut les autres genres, c'est parce que pour l'instant, il n'y a que des données là-dessus. On va peut-être utiliser des termes un peu osés parfois, alors on veut offenser personne, on veut seulement ouvrir le dialogue et ouvrir des nouvelles idées. Donc la table ronde d'aujourd'hui, l'art écologique en mysticisme, activisme et dogme. Nous avons 3 invités extraordinaires. Il y a tout au fond Marie Velardi, au centre Garance Prima et à côté de moi Bernard Vienna. Alors je vais vous parler un petit peu d'eux. Marie Velardi est une artiste suisse. Elle a fait des études d'art à l'Académie des Beaux-Arts de Brera à Milan, à l'Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles et à son diplôme de l'ECAL. Elle a ensuite poursuivi sa formation avec un postgrad CCC en études critiques, curatoriales et cybermédias à la HED qu'elle a terminé en 2005 et un master expérimental art et politique à Sciences Po Paris en 2014. Elle est actuellement professeure à l'EDHEA, l'école de design et haute école d'art du Valais. Elle aborde dans sa pratique multiforme de nombreuses problématiques environnementales, le plus souvent par l'angle des différentes échelles temporelles qu'elle mobilise. Son travail est exposé en Suisse, France, Allemagne, Belgique, Italie, États-Unis, Royaume-Uni, Inde et Thaïlande notamment, et actuellement en Équateur pour la Biennale d'art de Cuenca à laquelle elle participe. Elle est représentée par la galerie Gowen, Gowen Contemporary, qui est ici au salon. Garance Prima est une entrepreneure philanthropique engagée pour l'art et la nature. Elle est née au sein d'une famille d'entrepreneurs et de philanthropes. Elle reprend en 2010 les rênes de la propriété familiale, le domaine des étangs, situé entre Limoges et Angoulême. Elle a le sublime hôtel 5 étoiles qui est basé sur un art de vie connecté à la nature. Elle a créé une collection d'art qui porte son nom et réunit des œuvres d'art contemporains, modernes, ethniques, des minéraux, des livres, des objets scientifiques qui illustrent le lien étroit entre la nature, l'art et la science. La collection Garance Prima présente régulièrement des expositions d'œuvres d'artistes contemporains et modernes tels qu'Annette Messager, Chris Martin, Nikin Sarfal, Louise Bourgeois, Anish Kapoor, Kiki Smith. Dans son parc de 1000 hectares de nature préservée, tout en biodiversité, le domaine est un lieu d'inspiration et accueille des artistes en résidence. Il abrite un centre d'art, un parc de sculptures, des bibliothèques, un espace de bien-être, une ferme biologique et un potager en permaculture. Dans la philosophie de Garance, la culture commence avec la culture des sols. L'art est donc un lien étroit avec le bien vivre sur Terre. Bernard Vienna
est un historien de l'art et commissaire d'exposition basé à Berlin et à Genève. Après des études de philosophie et d'histoire de l'art à l'université de Berne et à la Freie Universität de Berlin, il poursuit sa formation avec une maîtrise en études curatoriales à la Stadelschule et à la Goethe-Universität à Francfort. Ses recherches se portent notamment sur le développement interdisciplinaire entre l'art, la science et la géopolitique. En 2012, il fonde également Artwerk, une association à but non lucratif pour la promotion et la diffusion de l'art engagé dans les préoccupations sociales et environnementales contemporaines. Voilà, c'était un peu long, mais pour moi, c'était important que vous compreniez bien qui sont ces personnes devant vous et pourquoi elles sont là. Alors pourquoi ce sujet? C'est que nous sommes tous conscients qu'il y a une urgence environnementale qui s'accélère, et même depuis plusieurs décennies. Donc beaucoup de personnes, d'organisations, d'associations ont un combat engagé. L'urgence est bien là et bien réelle. Alors que pouvons-nous, à notre échelle? Est-ce que ce que nous faisons change vraiment les choses et a un réel impact? Et comment engager un changement social et un changement dans la société qui ne veut pas toujours changer? Donc, afin que vous puissiez comprendre qui sont ces personnes devant vous qui vont vous parler aujourd'hui et répondre à mes questions, je propose qu'elles se présentent un petit peu elles-mêmes et pourquoi elles sont engagées avec ce sujet. Donc, Marie Velardi, est-ce que vous pouvez parler un petit peu de vous? Oui, tout à fait. Merci. D'abord, merci Maureen pour l'invitation. Merci pour l'organisation de ces tables rondes. C'était vraiment un grand plaisir de faire votre connaissance et puis d'être là aujourd'hui avec vous. Je trouve que ça soulève des questions vraiment intéressantes et à mon sens, ça a une place toute particulière au sein de cette foire. Voilà. Bon. Donc merci à toi pour cette grande organisation. Et, oui, vas-y. Oui, donc tu nous as déjà présenté. Moi, ce que je pourrais rajouter, peut-être, tout à l'heure, j'ai vu dans le diaporama, il y a quelques images de nos travaux. Notamment, j'ai mis aussi une image d'un travail que j'ai réalisé qui s'appelle Bienvenue sur la Terre. Vous m'entendez bien? Ça va? Ah oui. Et c'est une installation permanente qui est à la maternité de Genève, donc à l'entrée de la maternité. La raison pour laquelle je l'ai choisi un petit peu en introduction, c'est que d'une certaine manière, pour moi, c'est aussi, de penser et de réfléchir à l'écologie, c'est aussi une façon de penser notre place sur cette terre, qui est notre habitat commun. Et donc cette installation, en fait, elle annonce elle souhaite la bienvenue sur la Terre à tous les nouveau-nés. Enfin, c'est un système qui est mis à jour tous les 7 jours en ajoutant les prénoms des derniers nouveau-nés à la maternité de Genève. Et pour moi, c'est d'une certaine manière une œuvre qui parle aussi de relations écologiques, en tout cas de relations entre les humains et la Terre, notre habitat commun, au-delà des frontières nationales, etc. Et c'est finalement ce qui nous relie toutes et tous. Donc pour moi, c'était une bonne manière de parler aussi de mon rapport à l'écologie dans ma pratique artistique. Puis aussi tout à l'heure, Lorraine, tu as parlé du fait qu'effectivement, dans mes travaux, finalement, la façon dont je me suis intéressée à l'écologie, c'est par le biais des temporalités. Je me suis intéressée aux relations entre le court terme et le long terme. Ça veut dire aussi de réfléchir à l'impact de nos activités, l'impact de nos actions. Penser de quelle manière est-ce que ce qu'on fait en quelques minutes, quelques secondes peut avoir un effet à très très long terme. Et pour moi, ça, c'est des questions d'écologie aussi. Donc finalement, je n'étais pas tout à fait à l'aise, pour être honnête, avec l'intitulé de la conférence, parce que je ne me retrouve pas dans ces étiquettes-là. Mais par contre, je me sens totalement concernée par rapport aux questions écologiques, en fait, qui pour moi sont des questions de collectif, de comment vivre ensemble, entre humains et avec les autres êtres vivants sur cette terre. Et c'est vrai que c'était pour moi important, voilà, l'installation Bienvenue sur la Terre. Bon, là, en l'occurrence, c'était une petite fille qui s'appelait Violette. Et donc ça se présente un petit peu comme un ciel étoilé. Et au fond, j'aimais bien aussi que ce soit des constellations d'étoiles qui souhaitent la bienvenue sur la Terre. Moi, je vais m'arrêter là. Merci. Garance Prima. Oui, merci Maureen. Je suis ravie d'être là. Pour moi, la question aujourd'hui n'est pas l'art et l'écologie, mais l'art est l'écologie.
on retrace la naissance de l'art aux peintures rupestres, donc aux hommes premiers, qui en fait représentaient leur façon de vivre, de chasser, de cueillir, de pêcher, de se vêtir, et attestaient de ça avec leur peinture. Donc, la culture, l'art, est en lien direct en fait avec notre façon d'habiter cette terre. Elle atteste de notre façon d'habiter la terre. J'aime beaucoup aller chercher la racine des mots, parce que pour moi, la racine des mots évoque nos racines propres, nos racines profondes. La racine du mot culture vient du latin cultura, qui veut dire habiter, honorer, cultiver, soigner, célébrer. Donc ça évoque bien un art de vie, une façon de vivre la terre, de vivre sur terre, de vivre de la terre et de célébrer ce vivant qui nous entoure. Donc pour moi, c'est essentiel de respecter la vie, de respecter cette existence terrienne et la terre que l'on foule. J'ai eu la chance, avec l'aide de notre fondation familiale Didier Martine Prima et de notre bureau familial, de pouvoir mettre mes idées, de donner à mes idées corps au sein d'un très beau domaine qui s'appelle le domaine des étangs, qui est un domaine de 1000 hectares de nature préservée et de biodiversité. C'est un lieu d'inspiration et j'aime aussi penser le domaine comme un incubateur, un lieu pour repenser nos systèmes et inviter à la réflexion pour trouver des solutions positives tous ensemble. Voilà, je pense que pour l'instant, c'est tout. Ouais, merci. Bernard Viana. Ben voilà, merci beaucoup. Merci Maureen pour être ici et nous accueillir. Et puis, en fait, j'ai un point de vue un petit peu complémentaire, peut-être pas seulement par le fait que je sois un homme, parce que au final, je pense que dans cette question, justement, les genres ont une importance toute modeste, puisque j'éviterai justement ici de mettre des classifications et des ordres. Mais justement, en tant que commissaire d'exposition, c'est vrai qu'on a l'occasion justement de bénéficier des pratiques d'artistes comme Marie et aussi d'initiatives comme celle de Garance, qui permettent justement aux artistes d'aller un peu plus loin dans leur réflexion et aussi à nous, curateurs, parfois de prendre le temps de réfléchir un petit peu plus avec du repos. En l'occurrence ici, sur le diaporama, là, je vois qu'il y a une des images qui passe en ce moment. Au vu de la crise écologique, je pensais justement qu'il y a en fait des pratiques qui se font depuis les années 70 qui mettent en valeur peut-être autrement les questions environnementales. Et du coup, dès la sortie de mes études curatoriales, je me suis vraiment concentré sur des expositions centrées sur le thème de l'écologie, mais qui avaient en fait une approche un petit peu différente, puisque c'est par le curatoriat, par l'idée de l'exposition, qu'on essaye de s'adresser différemment à un public. C'est-à-dire que là, l'image que vous aviez juste devant vous, c'était une exposition qui partait d'un scénario fictionnel où le public se retrouvait en 2800 et vivait en fait un monde post-apocalyptique. Et d'une certaine manière, justement, la manière de présenter l'art permet aussi de se questionner autrement sur notre présent. Et l'autre projet, là, justement, qui a eu lieu à Genève cet été, qui s'appelle Reconnecting Earth, a été créé parce qu'en fait, il y a une idée forte d'un philosophe français qui s'appelle Baptiste Morisot, qui m'a beaucoup touché pendant le confinement. Et Baptiste Morisot parle de la crise de la sensibilité. Cette crise de la sensibilité, en fait, c'est tout simplement qu'on n'est plus vraiment en contact avec le reste des vivants et que pour justement sortir d'un cadre plus cognitif où on a tendance à plutôt penser en termes de tonnes de CO2 qu'on doit compenser, de plutôt penser à se reconnecter avec la nature. Et là, c'est 16 artistes qui ont créé des instructions pour justement se reconnecter avec le reste des vivants. Et on en parlera, je pense, aussi dans le reste. Je te redonne la parole. Merci beaucoup. Donc, juste pour une information, on va avoir un petit moment à la fin pour répondre à vos questions ou écouter
vos commentaires sur le sujet. Comme ça, vous êtes au courant. Donc, ma première question à mes invités est la suivante. Est-ce que l'idée du combat écologique à travers l'art est un mythe ou est-ce que c'est un vrai combat et quels sont en fait les impacts? Et peut-être Garance Prima, vous souhaitez répondre à cette question? Avec plaisir. Hélas, je crois que c'est un problème qui est bien réel et les actualités sont là pour en attester tous les jours. Mais j'aime me dire que les artistes sont des alchimistes et qu'ils ont l'art de façonner la matière première, qui en latin se dit prima materia. Prima materia, en anglais, c'est prime matter. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est qu'aujourd'hui, la solution principale que nous devons tous trouver ensemble concerne l'écologie, la nature, notre nature à tous. Et en parlant de mythe, j'aime bien aussi le sens premier du mot humanité, qui vient du latin humus, donc qui veut bien dire ce que ça veut dire également, puisque ça signifie que finalement nous sommes tous peut-être faits de terre et de chair, et que si nous faisons mal à la terre, nous nous faisons mal à nous-mêmes, et inversement. Et en parlant de matière première, dans matière, materia, il y a mater. Donc ça parle de la mère, d'une forme de maternité qu'on partagerait peut-être tous. Voilà. Merci, c'est très beau. Bernard? Alors, est-ce qu'il y a justement cette question de mythe? Alors, je pense qu'effectivement, il y a pas mal d'artistes, si on remonte par exemple à Joseph Beuys, qui ont su raviver des mythes ou les créer aussi, et tout simplement, justement, à travers le mythe, pouvoir ouvrir des questions. Et ça, je pense qu'il y a plusieurs artistes aujourd'hui qui le font merveilleusement. Et le mythe, du coup, a tendance à nous renvoyer aussi face à nos questions fondamentales. Mais plus que tout aujourd'hui, je pense que face à l'urgence, c'est aussi l'initiative en tant qu'individu. C'est-à-dire que comment l'artiste, à côté du mythe ou avec ce qu'il crée, arrive à se comporter en tant que personne. Et là, je pense que justement, il y a vraiment ce parallèle à faire. Et au-delà justement de la pratique artistique, penser aussi justement le vivre et le vivre de tous les jours. Ouais. Justement, mais quel est votre positionnement par rapport aux pratiques artistiques écologiques? Qu'est-ce que vous avez observé ces dernières années? Bernard? Alors, je sais pas, on voit, il y a vraiment une multiplication des expositions, notamment. Là, vous étiez peut-être au Kunsthaus de Zurich, voir l'exposition justement sur l'art et l'écologie. On voit que dans toutes les institutions, maintenant, il y a vraiment même la nécessité de faire des expositions en lien avec l'écologie. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément un niveau égal, dans le sens qu'il y a aussi, ma foi, un petit peu cette question de greenwashing qui arrive, dans le sens que, justement, il y a nécessité de faire quelque chose. Donc, forcément que les questions, elles n'ont pas forcément la même profondeur tout le temps. Et là, je pense que c'est justement important de pouvoir avoir justement ce type de discussion pour pouvoir vraiment remettre un petit peu justement le point sur les i d'une certaine manière, de se dire, mais de manière ouverte comme ça, mais qu'est-ce que vraiment on a besoin aujourd'hui pour réfléchir différemment. Et là, je pense qu'il y a des positions qui vont au-delà, en fait, de simplement montrer une œuvre, et qu'on peut aussi, justement, peut-être par l'éducation, notamment par des programmes éducatifs, arriver à combiner, justement, l'art et les pratiques écologiques pour pouvoir vraiment, grâce à l'art, en fait, amener de nouvelles réflexions dans la société. Alors justement, quelles sont les attentes? Que peut-on attendre des artistes? Est-ce qu'on peut tout attendre de l'art? Et qu'est-ce que les artistes attendent du marché de l'art? Garance? Ce que je pense qui est formidable avec les artistes, c'est qu'ils sont à l'avant-garde de la création. Ils ont l'intelligence sensible de questionner les systèmes que nous avons tous mis en place et d'essayer de trouver des solutions concrètes parfois. Et étant à l'avant-garde de la création, ils ont le potentiel d'inventer de nouveaux systèmes ou d'insuffler autre chose, du moins questionner. Et de là, la création d'un monde nouveau est possible. Et
ils ont le potentiel d'inspirer et d'être suivis par les masses, de donner une impulsion. Et voilà, donc c'est une des raisons fondamentales pour lesquelles je pense que l'art est essentiel. Marie? Oui, peut-être je peux aussi compléter ou ajouter quelque chose dans cette réponse. La relation entre les pratiques artistiques et le marché, on est au bon endroit pour se poser la question, en effet. Et pour moi, si la question était justement qu'est-ce que les artistes attendent du marché, je ne peux pas répondre pour tous les artistes, mais pour ma part, ça me semble évident que le marché, en tout cas ce qu'on voit ici, c'est pas représentatif de toutes les pratiques artistiques. Et que bien sûr, il y a plein de pratiques artistiques qui ne sont pas forcément visibles ici, pas forcément vendables non plus. Et je pense que c'est important aussi que tout ne soit pas attendu du marché et qu'il y ait d'autres manières de faire vivre les pratiques artistiques aussi, en fait, et pas uniquement de l'ordre d'œuvres qui doivent être produites, acquises. Et je pense que la richesse des pratiques artistiques contemporaines, c'est que vraiment il y a plein de formes possibles, plein d'activités possibles, et ça me semble important que ça reste justement avec une part expérimentale et qu'on ne se concentre pas uniquement par rapport à la part marchandisable de l'art, des pratiques artistiques. Alors notamment en ce qui me concerne, c'est vrai que moi ce que je ressens, c'est qu'il y a une certaine, de nos jours, alors moi, je salue, il y a un éveil de sensibilité par rapport aux questions écologiques, par rapport aux questions d'égalité, de genre, mais aussi de prise en compte des autres êtres, comment on vit. Mais il y a aussi une certaine pression à être de plus en plus visible. Il faut toujours être sur le devant de la scène. Il faut toujours, en tout cas en tant qu'artiste, moi je le ressens énormément. Ça s'est beaucoup mis en avant. Enfin, il faut toujours se représenter. Il faut produire. On a un vernissage, on présente un travail, on nous demande déjà quelle est la prochaine exposition, le prochain travail. Il y a aussi toute cette pression-là, en fait, qui fait partie du monde dans lequel on vit. Et je pense que de réfléchir en termes écologiques, c'est peut-être aussi de réfléchir à ces questions-là, en fait, ces questions de temporalité de nos pratiques. Peut-être que des fois, il ne faut pas toujours produire. Peut-être que des fois, il faut aussi dire, bah non, en fait, moi j'ai besoin de temps, j'ai besoin de 5 ans pour faire un projet, j'ai pas besoin d'être toujours sur le devant de la scène. Et peut-être que de réfléchir en termes écologiques, c'est peut-être aussi parfois de dire non, en fait, simplement, et pas forcément être toujours visible, pas forcément toujours produire, pas forcément finaliser dans un projet ou une œuvre qui soit de l'ordre de l'objet d'acquisition, en fait. Voilà. Et j'ai envie, vraiment pour moi, ce qui est important, c'est de garder en tête que c'est pas uniquement en termes de marché que les pratiques artistiques se proposent, et je pense que c'est important de garder ouvert aussi ces relations entre pratiques artistiques et société, et de garder aussi en tête que c'est des processus en fait en transformation, et qu'il y a plein de possibles. Peut-être qu'on doit encore imaginer d'autres formes que l'art peut prendre. Oui, je pense que c'est très important, cette idée de synergie entre tous les domaines et de cohérence avec l'art de vivre et l'art de vivre sa pratique et vivre dans la société. Donc, qu'est-ce qu'une pratique artistique radicale en termes d'écologie, contrairement au greenwashing qui pourrait arranger certains? Marie? Alors, je peux que répondre en termes personnels. Je vais pas. C'est pas à moi de donner la leçon aux artistes. En ce qui me concerne, il me semble que c'est vraiment de réfléchir en termes de cohérence personnelle et aussi par rapport à son travail artistique, sa pratique artistique, et que à chaque fois de se poser la question si le contexte ou les conditions dans lesquelles on nous propose de travailler, d'exposer, est-ce que c'est cohérent par rapport à ce qu'on ressent? Et pour moi, c'est vraiment peut-être une question à répondre intimement, en fait. Chacun de nous, en fait. Est-ce que c'est cohérent par rapport à moi, à ma position, enfin, où je me situe? Et voilà, peut-être être radical, c'est peut-être être cohérent. Merci Marie. Bernard Viena? En fait, je peux que abonder dans le sens de Marie, dans le sens que c'est vrai qu'avoir la possibilité déjà de ne pas créer comme artiste, c'est un luxe incroyable et qui est parfois aussi donné par des collectionneurs qui apprécient le travail et qui apprécient justement la recherche qu'il y a derrière. Parce que c'est vrai que si on veut faire justement un art écologique, ça veut dire qu'on doit avoir aussi
penser la question écologique. Et c'est pas justement juste le point de peindre un paysage, parce que justement, on a envie de sortir du paysage, on a envie de sortir, de regarder la nature depuis justement un point de vue externe et se dire oh que la nature est belle. Et à partir de là justement il y a vraiment un besoin de repenser notre manière d'être, et on peut pas penser en fait la manière d'être en étant genre toujours hyperactif, en se disant ah mais il faut encore que je produise 12 toiles pour la prochaine expo, et oh mince ces 12 toiles elles sont déjà vendues, il faudra encore que j'en produise 12 juste pour après. Donc voilà, il y a vraiment aussi cette manière d'arriver à retrouver le temps, et c'est pour ça que je trouve c'est aussi génial ce que vous faites Garance, dans le sens que c'est aussi permettre aux artistes, quand on est justement collectionneur, quand on est justement mécène, de se dire ben voilà, maintenant vous avez un cadre dans lequel vous pouvez réfléchir et dans lequel vous pouvez peut-être à terme faire quelque chose qui va être durable, qui va justement pouvoir permettre à la collection de présenter quelque chose de différent, et pas juste quelque chose qui est comme ça sériel et qui doit être absolument toujours nouvellement produit. Merci. Bah justement, quelles sont les retombées réelles de l'art par rapport à l'écologie, et est-ce qu'il faut vraiment les considérer par rapport à ce qui se passe dans les autres industries? On a parlé de l'œuvre d'Olafur Eliasson, Ice Watch, avec certains chiffres qu'on a mis ici. Et faut-il comparer ça à d'autres industries? Faut-il s'en soucier, Bernard? Ben, disons, c'est une bonne question. Là, on voit sur l'écran l'exposition justement Reconnecting Earth, qui avait été produite justement pour pouvoir aller dans le monde entier en étant simplement réimprimée. C'est-à-dire que c'est les artistes, je vous parlais tout à l'heure des instructions qu'ils avaient faites, ben, ils l'ont fait en PDF. Et c'était la possibilité ensuite de dire ben, on va faire l'exposition maintenant à Bangkok. Vous avez simplement besoin d'imprimer les PDF, et vous pouvez l'exposer, et ça vous fait une exposition qui permettra ensuite d'aller plus loin, avec bien sûr aussi votre ajout pour pas devenir justement comme ça des colonialistes culturels. Mais vous voyez, genre, je sais plus, on n'arrive pas à mettre le truc de la four. Ah si, sûrement. Parce que c'était l'œuvre, justement, une œuvre très polémique. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui l'ont vu. C'était ces blocs de glace que Olafur Eliasson a pris, qui dérivaient en fait du Groenland, et il les a comme capturés pour les mettre devant des institutions comme la Tate Modern à Londres. Et le but, c'était justement que les gens puissent les toucher, et comme ça pouvoir avoir le contact avec les glaces qui fondent. Et là, en fait, on est arrivé dans une question où il y avait vraiment une grosse polémique, parce que les gens ils disaient « Ah, mais imaginez-vous tout ce CO2 pour pouvoir produire une œuvre comme ça ?» Et là, la question, effectivement, on peut se dire « Ouais, ok, ben, vous avez dû aller en avion avec vos blocs de glace, les réfrigérer, etc. » Et j'en parlais, bah, d'ailleurs, voilà, maintenant c'est là avec les statistiques. Vous pouvez imaginer justement qu'effectivement, c'est une grosse dépense en CO2. Après, la question, c'est quel est l'effet ? Quel est l'effet sur les consciences? Quel est l'effet justement chez le spectateur qui est là, qui le touche? Mais aussi, quel est l'effet maintenant dans la discussion présente qu'on a? Parce que je veux dire, c'est pas seulement une œuvre d'art qui est là à un moment donné X, mais c'est une œuvre d'art qui est documentée, et une œuvre d'art qui est ensuite discutée. Et en fait, l'art, c'est aussi justement pour pouvoir soulever des paradoxes comme ça, et soulever aussi les paradoxes de notre société, parce qu'on a une société complètement paradoxale. Si vous imaginez, on est tous là, bien habillés, avec des habits qui ont été faits en Inde ou au Pakistan probablement, qui ont eu des trajets incroyables. On est dans une mentalité, on a tous des fonds de pension qui doivent absolument avoir une croissance de tant de pourcents, sinon ils ne paieront jamais nos retraites, etc. etc. Donc, en gros, d'une certaine manière, les œuvres d'art peuvent aussi montrer des paradoxes, et malgré leur coût en CO2 qui au final n'est pas si extrême, nous permettent justement d'imaginer mais quel est le rôle de l'art. Donc là, par exemple, une œuvre comme ça, je pense qu'il y a des œuvres justement environnementales qui peuvent avoir des coûts écologiques bien plus grands. L'artiste ne doit pas être forcément un role model pour la société. L'artiste peut aussi se dire, bah, pour être visible, il faut que je fasse vraiment quelque chose de monumental. Et c'est pas parce que maintenant on est dans une période où on doit justement absolument penser qu'est-ce qu'on utilise comme matériaux, comment ces matériaux sont transportés, etc., qu'on peut plus se permettre de créer. Et du coup, voilà, c'était juste, je pense que c'était un assez bon exemple pour montrer comme quoi la création, justement, a vraiment une place et doit pouvoir utiliser tous les moyens aussi
pour être visible et pour vraiment pousser à la réflexion. Est-ce que je peux me permettre de rebondir aussi par rapport à cet exemple-là? Et puis en effet, tu as relevé le paradoxe. Et en même temps, moi, je soulève le fait que même si, oui, certes, il y a peut-être un impact lié à la visibilité de cette œuvre, notamment, ou d'autres œuvres qui sont monumentales, mais il me semble qu'il ne faut pas oublier non plus quelles sont les conditions qui permettent nos pratiques artistiques. Et peut-être de penser en termes écologiques, c'est aussi de penser à qu'est-ce qui permet nos pratiques artistiques, qu'est-ce qui est mis en jeu et à quoi on participe. Et au fond, pas uniquement à ce qui est visible, mais l'avant et l'après aussi du projet artistique. Et c'est là où peut-être, en l'occurrence cette œuvre, pour moi, elle est problématique, parce que d'une certaine manière, c'est comme s'il n'y a que l'image qui est importante, et il fallait un petit peu oublier ce qui permet les conditions qui permettent ce projet d'être présenté. Bon, alors après, voilà, on n'est peut-être pas toutes et tous d'accord avec ça, mais pour moi, de penser en termes d'écologie, c'est aussi penser en termes de conditions de nos pratiques. Peut-être conditions de vie d'une certaine manière, et pas uniquement en ce qui concerne les pratiques artistiques, les conditions de nos professions, en fait, de nos activités professionnelles. Qu'est-ce qui les permet et qu'est-ce que ça engage? Alors, c'est vrai que ça devient compliqué, hein, et on ne peut pas tout contrôler, évidemment. Mais d'être attentive et attentif à ces questions-là, ça me semble être de l'ordre de l'écologie, en fait. Merci. Garance.